D'accord, D'accord. merci. Merci beaucoup, professeur Choss. C'était très intéressant donc, de vous écouter. Et la preuve que votre formation a été une réussite à Casablanca, c'est que Bouchra, elle est vraiment imprégnée par la micronutrition et elle est en train de faire de la promotion partout, avec tout le monde. La population générale, les malades, les malades, avec tout le monde. Ça veut dire que vous avez touché un point qui est très important chez les praticiens, parce que moi aussi, en tant qu'orthopédiste chirurgien, mes malades, leur premier souci, c'est l'arthrose du genou, la hanche et la réduction de poids et garder un corps en parfait équilibre, en symbiose. Et vous savez très bien qu'il y a un impact du microbiome sur l'ostéoporose. C'est un vaste sujet de recherche, même si on donne aux patients la vitamine D, il y a d'autres facteurs dans le microbiome avec les métabolomes qui peuvent interagir sur l'absorption de ce micro-nutriment qu'on va donner aux patients. Donc après, je vais donner la parole au professeur Hassan Razel. Donc, je vais le présenter rapidement. C'est un professeur affilié au CNRST, Centre national de recherche scientifique et technique à Rabat. C'est un expert en génomique et bioinformatique. Il est membre aussi du réseau africain de bioinformatique, ex-membre du conseil d'administration du réseau européen de bioinformatique. C'est un professeur visiteur à l'université Mohamed VI des sciences de la santé où je travaille. Et en même temps, c'est un ambassadeur au Maroc de la Société américaine de microbiologie et c'est un chercheur à Fulbright au NCBI. Donc, la parole est à professeur Hassan Razel. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est bon? C'est bon, professeur Hassan Razel. OK. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité et de m'avoir associé à cet événement sur la nutrition et la maladie et la pandémie actuelle, Covid-19. Donc, mes remerciements à l'association de médecine complémentaire et régénérative. Mon sujet sera la suite de ce qui vient d'être présenté sur le microbiome, sur le microbiote et ses relations avec les pathologies, notamment la Covid-19. Je parle ici de microbiome qui n'est pas vraiment l'équivalent de terme microbiote. Le microbiome, ça fait référence à l'ensemble du génome, au génome de microbiote. Donc, c'est pas vraiment la même chose et je tiens à le signaler. Donc, ici, dans le présent travail que je vais présenter, on va plutôt parler de microbiome, mais disons que pour une première approximation, on peut considérer que les deux sont équivalents. Donc, je tiens tout d'abord à commencer par une petite introduction de ce que c'est que le microbiome, des méthodes utilisées pour analyser le microbiome, et puis je terminerai par les résultats préliminaires que nous avons obtenus par l'analyse de quelques microbiomes de patients intestinaux, de patients Covid-19 marocains. Donc, notre collègue qui vient de présenter va me faciliter énormément la tâche parce que je peux aller rapidement sur l'introduction générale. Mais laissez-moi plutôt signaler que le microbiome humain, il est très riche et très différent d'un endroit à l'autre. Et ce travail qui a été publié en 2014 par le consortium microbiome humain dirigé par l'ONH montre à quel point le microbiome dépend de l'organe à laquelle on s'intéresse. Et donc, on ne peut pas comparer le microbiome si on veut comparer entre les microbiomes d'un patient et d'un sain, il faut bien sûr bien préciser l'organe auquel s'y intéresse. Le plus intéressant encore, c'est que le microbiome se retrouve partout. Il y a jusqu'à un certain moment, on pensait que, par exemple, que les poumons sont stériles. Mais bien sûr, maintenant, on sait que le microbiome du poumon existe et qu'il est assez spécifique et bien adapté à l'écosystème et aux conditions physiologiques. Ici, ce schéma vous montre un petit peu l'importance de microbiome ou de microbiote, c'est-à-dire si nous avons 30 trillions de cellules humaines, nous avons beaucoup plus de cellules bactériennes que notre corps héberge. Autrement dit, maintenant la question qui se pose est qui contamine qui?
Est-ce que c'est les cellules bactériennes qui contaminent les cellules humaines ou est-ce que c'est le contraire? Pour résoudre ce problème, on parle plutôt de supra-organismes. Pour vous donner un ordre de grandeur de l'importance de microbiome par rapport aux cellules humaines classiques, moi, je dirais que les deux sont des cellules humaines et que les autres sont prokaryotes et les autres sont eucaryotes. Si nous avons 20 000, 30 000 gènes en moyenne ou 20 000 gènes conventionnels dans les cellules humaines, il y a plus que 1 million de gènes dans les cellules bactériennes. Et on estime à 25% la part de métabolites qui sont produites par les bactéries et donc le 1 quart actuellement des métabolites qui circulent dans le corps humain sont plutôt produites par les bactéries. Donc, nul doute, et aujourd'hui, personne ne discute l'importance du microbiome en tant que partie intégrante et de la santé et de la pathologie chez l'homme. Il y a des travaux qui ont été publiés déjà en 2011 de Nature et qui ont pu catégoriser les microbiomes des humains en 3 groupes. C'est un petit peu l'équivalent des groupes sanguins AB et ABO. Donc, il y a ce qu'on appelle les microbiotes, on les appelle les entérotypes et on leur donne le nom de l'espèce ou du genre le plus dominant. Et donc, il y a les entérotypes à Bacteroides, les entérotypes à Prevotella et les entérotypes à Ruminococcus. Et donc, ces entérotypes n'ont pas la même distribution d'une population à l'autre. Lors d'une étude un petit peu à petite échelle que nous avons fait au Maroc, nous avons conclu que nous avons plutôt le microbiome marocain est plutôt de type Prevotella. Intéressant de savoir que chez une étude qui a été faite chez des Marocains qui habitent en Hollande, ils ont également le même type de microbiome. Donc, quelle est la part de la génétique et de l'environnement, notamment la nutrition, dans cette spécificité? Parce qu'on peut imaginer que la communauté marocaine en Hollande a gardé les mêmes traditions nutritionnelles. Mais bon, la question, elle est ouverte. Les facteurs qui peuvent influencer le microbiome, notamment intestinal, qui est celui qui est le plus important parmi on estime le nombre d'espèces différentes dans le microbiome intestinal à 1000. Donc, pour vous dire que c'est 1000, mais c'est des millions d'individus. Donc, tous ces éléments-là peuvent influencer la composition et donc la tendance vers la prédisposition vers la santé ou la pathologie. C'est ce qu'on appelle la dysbiosis, et elle a été bien discutée lors de l'intervention qui m'a précédé. Et donc, la dysbiosis de microbiome intestinal qui est opposée à la symbiosis de cet organe. Et donc, si nous avons un microbiome riche et bien balancé, nous avons un système immunitaire normal et nous avons donc un état de santé. Par contre, si nous avons un microbiome qui est pauvre et mal balancé, et donc là, on se retrouve dans un état pathologique. Et Dieu sait que depuis qu'on s'est commencé à s'intéresser au microbiome, et c'est très récent, on est arrivé à dire que le microbiome, il est presque impliqué dans toutes les pathologies. Ici, il y en a quelques-unes. Et alors, du coup, on s'est posé la question, est-ce que le microbiome a une relation, serait-on à mettre en relation avec la pathologie Covid-19? Mon collègue tout à l'heure l'a bien sûr confirmé et ce sera l'objectif principal de mon intervention. Donc ici, pour vous parler de la méthodologie utilisée dans l'étude du microbiome, rappelons que jusqu'à très peu, la seule méthode qu'on utilisait pour étudier le microbiome était basée sur ce qu'on appelle la culture. Basé sur la culture bactérienne, c'est ce qui est fait dans le laboratoire. Si on veut identifier des bactéries, on passe par une isolation et culture et incubation. On viendrait identifier à l'œil nu ou par observation au microscope, ou peut-être par quelques réactions métaboliques, essayer d'identifier la nature des microbes qui sont présents. Nous avons découvert récemment que suite à la mise au point d'une nouvelle méthode basée cette fois sur le séquençage, donc c'est-à-dire dans la deuxième
Dans la deuxième méthode basée sur le séquençage, on s'intéresse au génome. Dans la première, on s'intéresse à l'individu. On s'est aperçu qu'en fait, on ne connaissait que 10% de l'ensemble de microbes de l'ensemble de microbes de l'environnement. Autant dire que tout reste à découvrir. Et depuis, donc, on a augmenté de façon assez phénoménale le nombre de bactéries qui ont été et d'organismes microbiens qui ont été identifiés. Donc, pour l'approche, donc la méthode que j'utilise avec mon équipe est basée sur la deuxième méthode, c'est-à-dire le séquençage. Et là, on peut distinguer deux stratégies. Celle axée uniquement sur l'identification d'un seul marqueur, notamment le gène qui code pour la sous-unité ribosomienne 16S, ou bien on peut utiliser tout le génome des micro-organismes. Pourquoi le 16S? Parce que c'est un gène qui est très conservé, très universel et qui pourtant présente une très grande variabilité, région hyper variable qui peuvent être utilisées pour identifier de façon spécifique une espèce donnée. Le métagénome, lui, il est beaucoup plus compliqué au niveau des analyses, beaucoup plus cher, parce qu'il faut bien sûr séquencer tout le génome, mais ce n'est pas à ce niveau-là que la complexité se présente, c'est plutôt au niveau de l'analyse bioinformatique. Et donc, on peut choisir les deux. Bien sûr, théoriquement, la deuxième méthode est la plus intéressante parce qu'il nous permet d'identifier de façon précise toutes les espèces, y compris celles dont on ne possède pas dans la base de données un équivalent 16S. La première, elle est moins chère, moins coûteuse et moins fastidieuse en termes aussi de séquençage que d'analyse bioinformatique. Ce schéma-là, un petit peu, vous résume la stratégie globale d'analyse de microbiome. Donc, à partir du moment où nous avons notre séquence de l'ADN extraite à partir d'un échantillon, notamment ici la matière fécale, c'est ce que nous utilisons généralement pour essayer d'identifier le microbiome intestinal. Nous considérons que la matière fécale un petit peu représente de façon assez fidèle l'ensemble des microbiomes qui se trouvent dans l'intestin. Bien sûr, c'est discutable, parce qu'on peut toujours penser au microbiome qui colle à la paroi intestinale et qui n'est pas facilement libéré et qui se retrouve dans. Mais toujours faut-il savoir que 60% du poids de la matière fécale, elle est surtout constituée par des micro-organismes. Donc là, que ce soit de 16S ou de métagénome, c'est-à-dire de l'ensemble de génome, on passe par une analyse, une identification de la taxonomie, c'est-à-dire identifier l'ensemble des espèces qui se retrouvent là-dedans, c'est l'analyse taxonomique, ou phylogénique, c'est-à-dire essayer d'identifier les rapports entre les différentes espèces, les rapports évolutifs, et puis on peut faire aussi de l'identification de profilage métabolique, essayer d'identifier l'ensemble des métabolismes qui opèrent, et la deuxième, elle est assez intéressante parce qu'on peut avoir une taxonomie différente, quoique le métabolisme ne serait pas si différent. Et puis, il y a ce qu'on appelle la génomique et la métagénomique comparative, je n'en parlerai pas. Aujourd'hui, nous avons plutôt parlé sur ce qui a été fait en termes de taxonomie. Alors, ici, c'est un petit peu, je résume ce que je viens de dire. Donc, notre approche méthodologique, d'abord la collection des échantillons, le séquençage et puis l'analyse bioinformatique. Donc, dans l'analyse, dans l'échantillonnage, bien sûr, nous avons collecté la matière fécale de patients Covid-19 et d'individus dits sains, parce qu'on sait toujours pas. Nous avons fait l'extraction de l'ADN et puis nous passerons au séquençage dans des plateformes dites de nouvelle génération avant de passer à l'analyse bioinformatique qui, comme je le disais, constituerait en deux parties principales, la caractérisation taxonomique ou la caractérisation fonctionnelle. Ici, c'est le schéma global de cette analyse. Donc, tout d'abord, une fois les séquences obtenues, on passe par une qualité de contrôle, une contrôle de qualité, et puis on va regrouper les séquences
en unité taxonomique opérationnelle, c'est-à-dire en espèces, si je veux dire, en taxant, que ce soit espèce, au genre, aux familles, selon la précision qu'on pourrait avoir et selon ce qui est disponible dans les bases de données. Ceci va nous permettre de classer les fragments obtenus, donc les séquences obtenues en groupement, et alors essayer d'identifier des espèces qui s'y retrouvent par une recherche dans les bases de données des gènes ribosomiales, c'est-à-dire qui sont déjà caractérisés et dont on connaît la source. Il y a plusieurs bases de données qui sont disponibles sur le web et il suffit alors de comparer avec ces bases de données et ça nous permet donc d'identifier l'ensemble des espèces données. Et là, c'est ce qu'on appelle l'affectation taxonomique. Et cette affectation taxonomique va nous permettre, utilisant plusieurs paramètres d'écologie, d'analyse écologique, de pouvoir caractériser un écosystème, d'abord par la composition taxonomique et ensuite par les rapports entre les différentes composantes de ce taxonomique. C'est ce qui va nous permettre de déterminer deux paramètres très intéressants, et ce sont les paramètres les plus intéressants quand ça revient à l'analyse microbiomique, soit la diversité dite alpha, c'est-à-dire la diversité à l'intérieur d'un échantillon, et puis soit la diversité, ce qui est souvent déterminé par des scores selon, il y en a plusieurs, et je vais vous montrer quelques exemples. Et puis nous avons ce qu'on appelle la diversité bêta. La diversité bêta, c'est-à-dire la diversité entre deux échantillons différents. Et là, il y a des modèles statistiques qui sont utilisés. Il y a bien sûr, cette analyse bioinformatique, elle est très complexe, mais il y a des plateformes qui sont gratuites, qui sont disponibles sur Internet ou qui sont installées en local et qui peuvent être utilisées et qui facilitent énormément tout ce schéma-là qui a l'air d'assez complexe. Et donc, finalement, il ne faut pas avoir peur si jamais on voudrait s'aventurer dans cette belle aventure qu'est l'analyse des microbiomes. Il y a des outils qui, moyennant une petite formation, peuvent être utilisés par le commun des scientifiques. Et donc là, c'est un exemple qui s'appelle Shame, mais nous avons utilisé dans notre étude un autre outil qui s'appelle Dadatu. Donc ici, je vais vous montrer, avant de vous présenter nos résultats, vous présenter un petit peu l'état des lieux en ce qui concerne les études qui ont été déjà faites sur le microbiome des patients Covid-19. Donc ici, il y a une étude qui a montré que ici, en fait, des études qui ont montré ici quelques espèces dites commensaux et qui sont bénéfiques pour, c'est le cas général des microbiomes, c'est le cas général des microbiomes, c'est qu'ils sont bénéfiques. Les microbiomes pathogènes et les exceptionnels. Et donc ici, il y a quelques espèces qui sont impliquées dans le maintien d'immunité ou dans des propriétés anti-inflammatoires. Chez les patients Covid-19, il y a une étude dont je vous laisse la référence en bas, qui a montré qu'en fait, nous avons constaté la diminution, enfin, les auteurs ont constaté la diminution des symbiotes de bactéries dites commensaux, à savoir Eubacterium, Faecalibacterium, Roseveria et Lecnospiraceae. C'est toujours difficile de prononcer le nom latin, alors je vous l'accorde. Et puis, ils ont constaté l'augmentation de bactéries dites pathogènes opportunistes, notamment Clostridium, Actinomyces et Bacteroides. Les 4 Bacteroides que j'ai cités là, Doré, Tetachiomicron et Mossiliensis et Ovatus, on a constaté qu'ils sont inversement proportionnels à l'expression de gène AC2. AC2 connu pour être le récepteur principal de SARS-CoV-2. Donc, s'il y a moins d'AC2, il y a moins d'infectivité. Et donc, ces bactéries, apparemment, ils sont présents là où il n'y a pas d'infectivité. Il y a une deuxième étude qui a comparé de la matière fécale de patients Covid-19 et de patients qui contiennent de virus dans la matière fécale, très peu de virus, et des patients qui ont présenté une haute infectivité. Donc, ce qui est en vert, c'est en fait
les sains, si je peux les qualifier ainsi. En rouge, ce sont les individus qui sont infectés et comme vous le voyez, on identifie très bien qu'il y a des espèces qui sont présentes uniquement chez les patients et des espèces qui sont présentes uniquement chez les contrôles. Quand je dis uniquement, ce n'est pas un zéro, c'est-à-dire enrichi en quelque sorte. Donc, cette étude prouve de façon claire et évidente qu'il y a une relation, il y a une corrélation très, très évidente entre la COVID-19 et le microbiome. Comment cette corrélation est faite? La question n'est pas très bien cernée pour le moment. Et ici, je résume en fait une série d'autres études qui ont été effectuées ici et là, notamment en Chine et à Hong Kong. Bien sûr, c'est là où la maladie s'est annoncée, donc on a eu le temps de mieux analyser le microbiome et d'effectuer ces études. Et donc, il y a deux études sur la métagénomique, c'est-à-dire qui ont caractérisé l'ensemble des génomes de microbiome. Il y a une étude qui s'est intéressée uniquement au CESS et qui, en fait, c'est l'étude que nous avons fait nous-mêmes. Et puis, il y a une étude qui s'est intéressée au métatranscriptomique, c'est-à-dire qui regarde plutôt l'expression des gènes. Donc, pour résumer, donc, la première étude, ils ont démontré un enrichissement des micro-organismes opportunistes et il y a une réduction des bactéries commensaux utiles chez les patients COVID-19. Dans la deuxième étude, on a constaté une augmentation de l'abondance relative de l'espèce Enterococcus et Rhodococcus et une diminution de l'abondance relative de Faecalibacterium et Clostridium. Dans la troisième étude, on a conclu qu'il y a chez le microbiote des patients atteints de COVID-19, il y a des espèces connues pour être pathogènes. Il y a de les regrouper ici dans cette étude, mais le message est clair, la COVID-19 modifie énormément le microbiome, ou c'est peut-être que l'état de microbiome elle-même qui favorise l'installation de la COVID-19, où il y a une relation dialectique dans les deux sens. Ça, c'est ce qui concerne les études qui ont été faites. Nous avons essayé d'aborder la situation chez les patients. Bien sûr, ici, ce n'est pas facile parce que le facteur limitant est un petit peu financier. Donc, nous avons démarré par une étude dite préliminaire où nous sommes intéressés à 4 patients. Ici, ce schéma-là vous présente un petit peu la méthodologie globale que nous avons adoptée, donc qui revient à ce que je viens de présenter dans mon introduction. Après extraction de l'ADN, bien sûr, collection de la matière fécale chez ces patients-là, extraction de l'ADN, et puis séquençage de gènes CESS, et ensuite une analyse bioinformatique par l'outil dont je vous ai parlé, qui s'appelle DADA2, un petit peu l'équivalent de l'autre outil dit Chain. Et puis, nous avons déterminé les diversités alpha via cet outil qui nous permettrait d'avoir une idée sur qu'est-ce qui diffère de façon assez mathématique entre les patients et les individus. Ici, ce tableau vous résume un petit peu l'état de séquençage. On doit passer par cette étape pour voir si, bien sûr, l'étape de séquençage et de collecte des échantillons s'est bien déroulée. Donc, ici, c'est l'ensemble des reads, c'est-à-dire l'ensemble des séquences que nous avons obtenues. Comme vous le savez, nous avons amplifié juste une partie du gène CESS qui est de 200 paires de base. Et donc, nous avons obtenu 138 000 séquences. Disons, c'est comme si je vous dis qu'il y a chaque séquence correspond à un individu, théoriquement. Après filtration et contrôle de qualité, nous avons constaté qu'on n'a pas perdu beaucoup de séquences. Autant dire qu'on est assez confiant dans la méthodologie, dans la partie séquençage. Ici, ce tableau, nous avons essayé de résumer un petit peu, de façon ce tableau résume un petit peu la différence
grossière entre les patients et les contrôles en termes de nombre de certains groupes taxonomiques. Et comme vous le voyez, là, la différence, elle est frappante. On ne peut pas douter de ça. Les protéobactéria, on passe de 2000 individus, je dis individus, c'est pas vrai, mais pour facilitation, on est passé de 2000 individus à 12 000. Non, la différence, elle est flagrante. Au niveau de groupe Vero-microbiota, on est passé de 6 à 314. Regardant cette espèce d'Isilphobacteriota, on est passé de 0 à 29. Ça, c'est vraiment, il faut aller voir ça de très près. Fusobacteriota, qui est assez connu pour être impliqué dans ces genres de pathologies au niveau microbien. On est passé de 1 à 4, mais attention, c'est souvent chez les espèces rares que les manifestations sont les plus phénoménales. Et puis, il y a aussi cette espèce qui vient disparaître chez les patients, qui se retrouve même à très minime, mais qu'il faut aller voir de très près. Ça, c'est un petit peu résumé, mais regardons un petit peu le schéma global des paramètres dits de diversité. Ça, c'est l'indice de Shannon, c'est un score, c'est un paramètre écologique utilisé pour évaluer la diversité entre des individus. Donc, en rouge, ce sont les patients, et en vert, ce sont les contrôles. Et comme vous le voyez, il y a vraiment une différence claire en termes de diversité concernant cet indice de Shannon qui n'est pas discutable. Enfin, en quelque sorte, vu le nombre d'échantillons, je resterai modeste. Mais c'est déjà un bon indicateur qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux, entre les patients et les contrôles. Et donc, la diversité, ça veut dire que nous avons moins d'espèces chez les Covid-19. Donc, on perd en termes d'espèces. Et généralement, c'est un indicateur d'une pathologie. Si on prend un autre indice de diversité, c'est l'indice de Simpson, on retrouve le même schéma. C'est-à-dire, il y a moins de diversité, il y a moins d'espèces chez les patients comparé au contrôle. Un autre indice de diversité alpha, l'indice ACE, on retrouve le même schéma, c'est-à-dire qu'il y a une richesse spécifique chez les patients COVID-19 qui est très faible. Donc là, on est vraiment dans un état, la pathologie COVID-19, elle s'exprime, elle influence, elle corrèle avec une dysbiosis au niveau de microbiome intestinal. Ici, nous avons essayé un petit peu de montrer ce schéma en termes d'histogramme. Et voilà, donc les chiffres que je vous ai montrés, on a essayé de les regrouper, de les montrer sous forme d'histogramme. Et il n'y a pas, on ne peut pas douter, regardez la perte de richesse, de diversité chez les Covid-19. Il y a presque l'espèce Proteobacteria qui domine, enfin le phylum Proteobacteria qui domine de façon presque totale par rapport au contrôle, où il y a quand même une certaine diversité. Si je regarde au niveau ordre, c'est-à-dire un niveau inférieur au phylum, nous retrouvons la même histoire. Il n'y a que du vert au niveau des Covid-19. Il y a presque plus de richesse, de diversité chez les patients par rapport au contrôle. Et là, c'est l'ordre des entérobactériales, qui est un sous-groupe de Proteobacteria qui domine. Au niveau ici, on a voulu un petit peu être sûr que ce que nous avons, il se retrouve chez tous les patients. Et donc, en regardant les patients individuellement, nous avons le même schéma. Ça nous reconforte qu'il n'y a pas de différence à l'intérieur de chaque population. Au niveau de phylum, donc tous les individus représentent le même schéma. Et ici, donc, nous avons regroupé tous les individus, patients et simples. Et là, au niveau de la famille, on retrouve la famille Enterobacteriaceae, qui est la plus dominante. Et si on passe au niveau genre, eh ben, on va retrouver la fameuse Escherichia coli et Shigella, connus pour être des pathogènes opportunistes. Et donc, le schéma se clarifie. Et donc, en conclusion, nous retrouvons chez les patients COVID-19 une presque totale prise
de l'espace intestinal par des bactéries pathogènes Escherichia coli. La question, est-ce que c'est le virus qui favorise cette situation ou est-ce que cette situation était déjà, l'individu était déjà prédisposé avant même le Covid-19 à favoriser l'installation de virus par un microbiome qui est déjà disposé. Il faut aller donc voir, nous n'avons pas encore eu le temps d'aller voir de façon assez approfondie chez les individus qu'est-ce qui s'est passé au moment de leur état plutôt de nutrition, etc., avant l'arrivée de le Covid-19 et leur mode de vie. Donc, en conclusion, nous avons identifié des micro-organismes opportunistes, notamment Escherichia coli et Shigella, c'est peut-être la même espèce, qui ont été largement trouvés dans les échantillons des patients Covid-19 de la population marocaine. Donc, toute stratégie qui vise à traiter la Covid-19 doit prendre en considération en fait, ce paramètre qui est le microbiome et qui montre cette différence flagrante entre les patients, entre les Covid-19 et les contrôles. Et donc, ceci va nous permettre d'imaginer, de concevoir, et un petit peu, je rejoins mon collègue de tout à l'heure, l'orateur qui m'a devancé, que finalement, il faut peut-être voir des stratégies alternatives de prise en charge de patients qui doit absolument prendre en considération le régime alimentaire, aussi bien au niveau préventif qu'au niveau thérapeutique. Et voilà, donc pour finaliser, je tiens à vous signaler que nous avons publié 3 travaux concernant, que nous avons soumis en fait 3 travaux concernant le microbiome et le Covid-19, un qu'on a soumis il y a quelques mois, enfin il y a 2 mois au Biology Insights and Bioinformatics. Il est sur revue. C'est une revue de l'état des lieux de microbiome chez les patients Covid-19. Nous avons soumis chez Lancet Microbiome un concept qui essaie d'imaginer les rapports entre le microbiome intestinal et le microbiome du poumon. Et puis, nous sommes en train de préparer l'étude que je viens de vous montrer et que nous allons soumettre à SM Resource Announcement, parce que c'est là où on pourrait avoir l'occasion de publier des résultats préliminaires. Et voilà, et si vous avez envie de voir de très près ce qui s'est fait sur le microbiome marocain, j'aimerais bien vous signaler ce travail que nous avons publié en 2018. C'est le premier travail sur le microbiome en Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Hassan Razel, pour le partage d'informations et votre travail. Donc, je passe la parole maintenant à Dr. Jihan Wafri, donc